Salut à tous, nouvelle vidéo, enfin, il était temps. Cette vidéo, elle est écrite depuis littéralement plusieurs semaines, sauf que on n'a juste pas réussi à la tourner pour diverses galères, soit de matériel, soit contraintes personnelles. Mais ça y est, enfin, elle est là. Ça fait très longtemps qu'on vous la tease. Alors, avant d'attaquer d'ailleurs, petite info, justement, comme on était absent pendant un petit moment, on a revu certaines choses au niveau de, on va dire, la ligne directrice de la chaîne qui devrait normalement nous permettre d'être un petit peu plus actifs et de vous proposer un petit peu plus de vidéos tout en faisant dans la qualité. Du coup, on espère. Et pour cette nouvelle vidéo, qui sera une grosse vidéo assez longue, on a décidé de vous parler d'une saga cultissime, c'est peu de le dire, qui s'étale sur pas loin de 50 ans, puisque le premier épisode est sorti en 74 et le dernier en date en 2022. Vous l'avez peut-être deviné, on va vous parler de la saga Massacre à la tronçonneuse. Belle longévité donc, et son antagoniste principal a bien sûr sa place au panthéon des plus grands boogeyman de l'histoire du cinéma, aux côtés de Michael Myers, Freddy Krueger, Jason Voorhees et autres Ghostface dont nous avons déjà parlé sur la chaîne. On vous renvoie donc à nos vidéos sur le sujet. Alors on va vous expliquer un petit peu, malgré tout l'amour qu'on porte à cette saga, pas à tous les films, mais ça on va le développer un peu plus tard, et c'était un vrai bordel dans la chronologie, mais à un niveau où je pense que peut-être même la saga Star Wars a pas pu faire plus compliqué, puisque là on a pas moins de 4 timelines différentes, si on compte celle initiée par le remake de 2003. Donc la première inclut le premier opus de Toby Hooper ainsi que ses suites nommées Massacre à la tronçonneuse 2, très original, sorti en 86. Leatherface, sorti en 90, et son trailer que je qualifierais de légendaire, ainsi que Massacre à la tronçonneuse, la nouvelle génération, rien à voir avec Star Trek, sorti en 94. Jusqu'ici tout va bien, les épisodes se suivent assez gentiment et on peut aborder cette première timeline dans l'ordre de sortie. Sauf que arrive Leatherface en 2017, tout à fait, qui est révélé. Oh dis donc, elle a du mal aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné, alors elle sait plus. Donc je disais qui est réalisé par des Français, et oui monsieur, puisqu'il s'agit, non des moindres, Julien Maury et Alexandre Bustillo. Cocorico, ma gueule là. Julien, si tu nous regardes. Il nous regarde, c'est sûr, il nous adore. Il nous l'a rencontré une fois, c'est pas vrai, il nous connaît pas. Et donc cet opus, donc Leatherface, va démarrer une nouvelle timeline. Et là, vous me direz probablement que je suis bourré, puisque je vous ai dit à l'instant que le nommé Leatherface était un film qui était sorti en 1990, mais que nenni, puisque ce film sorti en 2017 se nomme également Leatherface. Bah oui, parce que sinon c'était pas assez compliqué. Et en plus de ça, en plus d'avoir le même nom, il se place avant le film original de 1974. Voilà. Vous allez probablement nous répondre que jusqu'ici c'est très simple et qu'il suffit de voir en premier le premier et de suivre par les 4 films de la première timeline. Eh ben non, puisqu'en 2013 est sorti un film nommé Texas Chainsaw 3D qui se veut être une suite au premier sorti en 74. Donc si vous voulez vous faire la deuxième timeline dans l'ordre chronologique, on a, accrochez-vous, Leatherface, sorti en 2017, Massacre à la tronçonneuse, sorti en 74, ainsi que Texas Chainsaw 3D, sorti en 2013, et c'est bouclé. Bon vous avez compris, je pense, pourquoi on vous dit que c'est un petit peu le bordel dans cette saga, et attention, ce n'est pas fini, puisque en 2022 arrive Netflix avec son Massacre à la tronçonneuse, nommé Massacre à la tronçonneuse. Alors en VO, il s'appelle Texas Chainsaw Massacre, alors que le premier s'appelle The Texas Chainsaw Massacre. Voilà. Et donc, celui-ci, probablement pour surfer, on est en France. Surfait, oui. C'est surfait, oui. Enfin, je tente des blagues et je me fais... je tente des blagues en live et je me tout fais... seul. Bravo monsieur, bravo. Non mais c'est bien, ça c'est inclus dans la vidéo, les gens ils aiment bien quand tu dis des conneries. Donc celui-ci pour
surfer sur le succès du Halloween de David Gordon Green, sorti en 2018, on imagine, est une suite directe, 44 ans plus tard, au premier film de 1974, et donc à la poubelle toutes les séquelles au premier film, y compris celle de 2013, qui, on vous le rappelle, se voulait déjà être une suite directe au premier, puisque la suite, la vraie, c'est celle-là. Donc si vous nous avez suivis, nous sommes là maintenant tout de suite à la troisième timeline. Massacre à la tronçonneuse sorti en 1974 et donc le Netflix en 2022. C'est dur, hein. Et bon, vous pouvez toujours quand même glisser le Leatherface de messieurs Maury et Bustillo au début. Comme ça vous fait une trilogie, et puis des trilogies, c'est quand même vachement cool. Ensuite, parce que c'est pas fini, souvenez-vous, en 2003, pour ceux qui étaient nés, sortait un autre film nommé lui aussi Massacre à la tronçonneuse, réalisé par Marcus Nispel avec entre autres Jessica Biel dedans, qui lui était un remake du premier film. Et puis donc ça fait dans cette saga 3 films qui ont le même nom. Bon, au moins celui-là ne vient pas foutre le zbeul dans la continuité de la saga, et en plus de ça, il est très bon. C'est vrai. Sauf que, j'adore faire les sauf que, en 2006, fort du succès de ce remake, sortira Massacre à la tronçonneuse, le commencement, qui exploite lui aussi les origines de Leatherface et de sa famille, qui change d'ailleurs de nom à l'occasion, ce qui crée donc une 4e timeline, si vous avez suivi, qui certes ne s'insère pas dans la chronologie de la saga originelle, mais qui existe. Et d'ailleurs, on avait vraiment aimé ce remake de Marcus Nispel qui, en ce qui nous concerne, je pense, est peut-être un des meilleurs remakes d'un classique absolu. Alors là, je vais trigger beaucoup de fans avec celui d'Halloween de Rob Zombie. Il y a quoi? Moi, je suis pour la réhabilitation des Halloween de Rob Zombie. Et même le deuxième. Tu vas faire quoi? Là, il y en a qui sont dans les pommes. Et donc celle-ci, on peut la considérer comme un petit bonbon à manger en plus, les petites pépites sur le McFlurry. La cerise sur le gâteau. La paille dans le velouté Fruix. Voilà, donc ça c'est fait. Vous avez donc compris à quel point la chronologie de cette saga était absolument bordélique. On va maintenant évoquer la saga un peu plus en profondeur. Bon, avant de poursuivre, pour les personnes qui n'auraient pas vu tous les films de la saga, on vous prévient un petit peu, on risque de spoiler certains éléments clés des différents films. Donc on va spoiler comme des bâtards. Vous voilà prévenus. Et puis de toute façon, tout le monde a déjà vu cette saga. Alors, on va pas traiter les films les uns après les autres parce que ça va faire quand même vraiment très long. Et puis je pense que ça va être carrément chiant à regarder. Donc on va plutôt en fait traiter la saga dans son intégralité et dans l'évolution de ses personnages. Et donc le premier opus, toujours sorti en 1974 et toujours réalisé par l'esprit tordu de Toby Hooper, met en scène un groupe de 5 jeunes gens qui vont se retrouver confrontés à une famille de cannibales au fin fond du Texas, dont fait partie un personnage qui allait laisser une empreinte indélébile sur le cinéma d'horreur et même sur la pop culture en général, à savoir Leatherface, nommé chez nous... Gueule de cuir. Tronche de cuir. Oh, tronche de cuir. Oh, je préfère gueule de cuir. Bon, ça sera plus de gueule. Ouais. À noter qu'en France, le film n'est sorti qu'en 1982 et qu'en plus, il sera interdit au moins de 18 ans parce que... Censure, ma gueule. Mais avant Michael Myers et avant Freddy Krueger, il y a bien eu notre cher ami Leatherface. Le film se traînant pendant longtemps une réputation de film ultra gore, ce qui est plus dû à son titre et à son propos qu'à sa violence graphique, qui n'est clairement pas si extrême que ça. Donc l'idée de Massacre à la tronçonneuse commencera à germer dans l'esprit de Hooper au début des années 70, alors qu'il est assistant réalisateur à l'université du Texas et qu'il bossait sur des documentaires en tant que caméraman. La principale inspiration réelle du film étant Leatherface, puisqu'il est entre autres inspiré par des tueurs en série tels que Ed Gein, également dans une certaine mesure par une affaire de meurtre impliquant un autre tueur en série nommé Elmer Wayne Henley. Je sais pas qui c'est celui-là. En effet, après avoir vu une interview du dit tueur en série, Hooper va il va trouver ça intéressant d'intégrer certains de ses traits de personnalité au personnage du film. Sorti de ces éléments, le film est bel et bien une pure fiction en dépit de ce que laisse entendre le générique. Le film étant sorti dans un contexte sociopolitique tendu aux États-Unis avec le Watergate, la crise pétrolière de 1973, la guerre du Vietnam, ces éléments ont eu une grande influence sur le film et en particulier, selon Hooper, le manque de compassion et la brutalité des événements. Et ça, c'est bien les paroles à lui, donc c'est vraiment les mots de Toby Hooper. Et en effet, ces éléments l'auront marqué alors qu'il regardait les informations. Et selon lui, le masque de Leatherface est une allégorie de l'homme qui, selon lui, est le vrai monstre ici,
mais revêt un masque de bienséance. Anecdote à vérifier, plus terre à terre sur l'origine du masque, mais on trouvait ça intéressant de la caler ici. Le masque aurait également été inspiré par le médecin de la famille Hopper. En effet, et celle-ci elle est croustillante, celui-ci aurait raconté lui-même au réalisateur que lorsqu'il était interne, il aurait découpé le visage d'un cadavre pour s'en faire un masque d'Halloween. Voilà. Et quant à l'accessoire le plus emblématique de la saga, c'est-à-dire la tronçonneuse bien évidemment, le bruit de celle-ci permettait de se passer de musique et donc de limiter les coûts de production. Le film ayant déjà un budget, enfin pas déjà, mais le film ayant un budget quand même assez limité. Donc comme quoi, un budget limité peut parfois nous donner des idées vraiment de génie. J'ai fait des idées de génie. Et d'ailleurs, fun fact, l'idée de la tronçonneuse vint alors que Hooper se trouvait au rayon quincaillerie d'un magasin bondé, et alors qu'il réfléchissait à un moyen de se frayer un chemin parmi la foule, oui, et son regard s'est porté sur une tronçonneuse. Voilà. Alors, au niveau des thèmes abordés par le film, outre le contexte sociopolitique évoqué tout à l'heure, Hopper déclarera, je cite, c'est pas nous qui le disons, c'est lui, c'est un film sur la viande. D'une certaine manière, je pensais que le thème de la viande était au cœur du récit. Ça parle de la chaîne alimentaire et de la mise à mort d'êtres sensibles. Il ajoutera même être devenu végétarien pendant le tournage de ce film. Voilà, donc c'est un film sur la viande. Certains universitaires y voient aussi une allégorie des violences faites aux femmes, les personnages féminins étant torturés physiquement et psychologiquement, là où les hommes sont abattus beaucoup plus rapidement et froidement. On y retrouvera également la figure de la Final Girl, la dernière survivante en gros, qui est bien évidemment une figure féministe du cinéma de genre par excellence, en la personne de Sally Hardesty, qui survit effectivement à la fin du film. Là, si vous l'avez pas vu, on vous a spoilé la fin et on est désolé, fallait pas rester. Du moins physiquement et devant sa seule survie à elle et à elle seule. Malgré tout ça, point de happy end, puisque Sally apparaîtra traumatisée à la fin, on devine aisément que les sévices subis la hanteront toute sa vie. Et en parlant de sévices physiques, les acteurs et les actrices ont quand même pas mal morflé pendant le tournage. Rappelez-vous, tout à l'heure, on vous parlait des contraintes budgétaires du film. Suite à ces contraintes de temps et de budget, justement, l'équipe du film se verra contrainte de tourner jusqu'à, accrochez-vous bien, 16 heures par jour et sous une température dépassant parfois les 40 degrés, le film ayant été tourné au Texas en plein mois de juillet. Gunnar Hansen, par exemple, qui joue Leatherface, n'avait qu'un seul et unique costume pour toute la durée du tournage, qu'il était impossible de laver par peur qu'il ne change d'aspect. Ça veut dire qu'il a porté son costume et surtout son masque jusqu'à 16 heures par jour, pendant presque un mois, par 40 degrés. On vous laisse imaginer les senteurs. La scène la plus éprouvante du film est probablement celle où Sally est attachée à une chaise, puisqu'elle nécessitera pas moins de 26 heures de tournage au milieu de restes d'animaux morts et de nourriture en décomposition. Et à l'issue desquelles, l'équipe sortira lessivée et à bout de nerfs. Et d'ailleurs, l'acteur Edwin Neal qui joue l'autostoppeur déclarera, je cite, tourner cette scène a été le pire moment de ma vie et pourtant j'ai fait le Vietnam où des gens essayaient de me tuer. C'est dire à quel point les conditions de tournage furent hardcore. Et vous connaissez certainement cette célébrissime anecdote disant que Gunnar Hansen, donc Leatherface, avait réellement entaillé le doigt de Marilyn Burns lors de la scène du repas. En effet, du faux sang devait normalement s'écouler d'un petit tuyau, mais l'effet ne fonctionnant pas, vous connaissez la suite. Bon, vous l'avez compris, d'une manière générale, le tournage fut quand même assez traumatisant pour tout le monde. Et par exemple, les hurlements de Terry McMinn lors de la scène où elle est suspendue à un crochet de boucher sont de vrais hurlements de douleur provoqués par la sangle en nylon à laquelle elle était suspendue. C'est vraiment sympa. La tension aurait été telle pendant le tournage que pour se détendre, certains membres de l'équipe auraient consommé de la marijuana. La marijuana, c'est mal. Dont Gunnar Hansen, qui, on le rappelle, devait quand même manipuler une tronçonneuse oui, bon. Une tronçonneuse allumée et non pas animée. Quoique elle est animée aussi. Au niveau de la sécurité, on n'était pas non plus au top du top. Surtout qu'il faut préciser que celui-ci, avant le film, n'aurait selon lui jamais consommé de stupéfiants. Hopper déclarera qu'à la fin du tournage, absolument tout le monde le détestait et aurait entretenu une profonde rancœur envers lui pendant des années. Et il y a fort à parier que si vous regardiez ce film aujourd'hui, après avoir eu connaissance des conditions de tournage, vous le trouviez encore plus
dérangeant. Donc voilà, on s'est quand même pas mal attardé sur le premier film, et ben simplement parce que c'est le premier. Et il faut bien commencer par quelque chose, et puis de toute façon, c'est le plus culte, et puis c'est le meilleur de la saga, donc on s'en fout, c'est comme ça. On va donc pouvoir passer au personnage, et on va commencer bien évidemment par Sally Hardesty. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que c'est un des personnages les plus importants de la saga, le plus important de la saga je dirais même, et pourtant elle n'apparaît physiquement que dans 3 films. Et encore pas tout à fait. Petite précision, à partir de là, la vidéo a été un véritable casse-tête à écrire. Du fait des différentes continuités qu'on a mentionnées au début de la vidéo, on a eu énormément de mal à trouver un angle pour parler des différents films et des différents personnages, puisque pour certains, dont Sally Hardesty, leur destin change tout simplement en fonction des films. Et c'est pourquoi on va vous parler maintenant de Sally et de son évolution, enfin l'évolution de son destin plutôt, à travers la saga. Et puis elle mérite bien qu'on lui consacre un chapitre entier, puisque elle est quand même un personnage hyper important dans l'histoire du cinéma. Elle incarne en effet à merveille à la fois la figure de la Scream Queen et de la Finer Girl, à savoir l'héroïne en apparence fragile et en détresse, qui finira par survivre au pire sévice fait de sa propre détermination, et à un instinct de survie indéfectible. Dans certains films, elle va même réussir à se venger et elle infligera divers sévices en retour à ses bourreaux. Sévices d'ailleurs dont la violence est souvent proportionnelle aux sévices qu'elle a reçus. C'est bien évidemment la loi du talion, et d'ailleurs il n'y a que ça de vrai. Au cinéma. Mais là où des Sidney Prescott dans la saga Scream par exemple, ou des Ellen Ripley s'en sortent relativement indemnes psychologiquement, et la dernière scène de Massacre à la tronçonneuse montre une Sally Hardesty manifestement traumatisée, c'est rien de le dire. Il suffit de la voir couverte de sang, les yeux écarquillés et éclatant d'un rire, mais alors terrifiant, totalement incontrôlé, et semblant destiné à la fois à se moquer de ses geôliers et en même temps à un rire de cerveau qui a fait un 180 quoi. Les épisodes suivants iront également plus ou moins dans ce sens, car si elle est effectivement une Final Girl et doit sa survie à personne d'autre et bien qu'elle-même, elle n'en reste pas moins humaine et sera marquée durablement. En effet, comme le dit le narrateur au début du film, Sally et ses compagnons n'auraient pas pu imaginer à aucun moment le déferlement de violence et de sadisme qu'ils allaient subir. Jusqu'au film de 2022, on ne saura pas grand-chose du destin de Sally après le premier film. Alors on aura tout juste droit à quelques indications lors des monologues d'ouverture de Massacre à la tronçonneuse 2 et du film Leatherface en 1990, ou à une apparition furtive dans La Nouvelle Génération. On sait par contre que dans Massacre à la tronçonneuse 2, l'oncle de Sally, incarné par Dennis Hopper, qui d'ailleurs n'a aucun lien de parenté avec le réalisateur Toby Hopper, veut se venger de la famille Sawyer, ce qui laisse soupçonner un destin funeste pour sa nièce. Il est en effet dit par la voix off au début du métrage que Sally serait tombée en catatonie suite aux événements du premier film. Élément qui semble d'ailleurs se confirmer dans Massacre à la tronçonneuse, La Nouvelle Génération, puisque à la toute fin, le personnage interprété par Renée Zellweger croisera le regard médusé d'une Sally Hardesty bien vivante, accompagnée dans sa chambre d'hôpital sur un brancard. Pourtant, souvenez-vous, au début du troisième film, il est dit que Sally Hardesty est tout simplement morte en 1977 dans un hôpital psychiatrique. Ce qui fait donc du troisième film un épisode à part dans cette première timeline. Parce que c'était pas encore assez le bordel. Non, il faut y aller à fond. On n'aura plus du tout de nouvelles de Sally Hardesty jusqu'en 2022. À la sortie de la suite sur Netflix, on a d'ailleurs déjà fait une vidéo consacrée à ce film, donc on va pas du tout s'attarder dessus. Et en plus, on n'apprendra pas grand chose de plus sur Sally, si ce n'est qu'elle a survécu au premier film et qu'elle est devenue une espèce de Sarah Connor, à peine calquée sur la Laurie Strode du Halloween de 2018. Le retour du personnage n'apporte en plus pas grand chose au film et le personnage de Sally méritait clairement bien mieux comme chant du cygne. Bon, vous vous en doutez, à partir de maintenant, on va évoquer le gros morceau de la vidéo, à savoir le personnage de Leatherface. Oui, on va vous faire l'affront de vous en parler, même si tout le monde le connaît. Il faut bien qu'on raconte quelque chose. Donc Leatherface, comme on l'a dit tout à l'heure, littéralement tronche de cuir en français, a porté plusieurs noms. Au fil des différents films, on le connaîtra d'abord sous le pseudonyme de Booba.
Non, pas lui. Et on découvrira plus tard que son nom est Jedediah Sawyer. Et il portera le nom de Thomas Hewitt dans le remake, mais ça, encore une fois, on va laisser de côté. Et il fut élevé dans une famille de bouchers déséquilibrés, consanguins, cannibales. Ça vous donne déjà une petite idée de la trajectoire de vie que va suivre le boug. Alors il semble être atteint d'une maladie mentale, de mutisme, puisqu'il ne parviendra qu'à s'exprimer avec des grognements dans la plupart des films. Il manifestera également des comportements enfantins, comme lorsqu'il joue avec un ordinateur pour enfants sans savoir réellement s'en servir. Néanmoins, il jouit d'une force physique assez colossale qui le rend particulièrement dangereux quand il se sent menacé ou frustré. Et c'est là, en ce qui nous concerne, que Leatherface est un personnage intéressant et qu'il est probablement le boogeyman le plus menaçant. Bah oui, Leatherface, c'est littéralement un enfant instable dans le corps d'un adulte d'1m90 élevé dans la violence la plus crasse, ayant charrié de la barbaque toute sa vie et dont le jouet favori est une tronçonneuse. Essayez un peu de le foutre en rogne pour voir. Outre sa force physique et sa grande taille, qui varie d'ailleurs en fonction des films et des acteurs l'ayant interprété, sa principale particularité réside bien sûr dans son masque fait de cuir ou plutôt de peau humaine. Dans la saga originale, on ne saura pas vraiment si notre super copain Booba porte son masque comme un simple accessoire ou si c'est pour masquer une espèce de déformation physique. Alors on peut tout de même deviner un visage difforme sous le masque, du moins jusqu'en 2017. En effet, oubliez tout ce que vous pensiez savoir, le film de Maury et Bustillo n'étant ni plus ni moins qu'une origin story sur Leatherface. On apprendra que notre cher poteau passera une bonne partie de son enfance et de son adolescence en hôpital psychiatrique, bien que, paradoxalement, il semble relativement sain d'esprit comparé aux autres membres de sa famille. Et c'est lors d'une évasion avec plusieurs autres pensionnaires qu'il sera victime d'une terrible blessure au visage, ce qui le laissera visiblement muet et le fera sombrer dans la folie. Ce qu'on sait par exemple dès le film de 1974, c'est que la famille Sawyer a sombré dans le cannibalisme après avoir été licencié de l'abattoir dans lequel il travaillait. Dans leur esprit déjà dérangé de base, un seul moyen de survivre, faire ce qu'il faisait à l'abattoir, mais avec des gens. Voilà. Alors on développera cet aspect un petit peu plus tard dans la vidéo, mais quoi qu'il en soit, bouffer des gens pour survivre, ça aide clairement pas à être sain de corps et d'esprit. Faudrait qu'on essaye. Non. Et c'est à ce niveau-là, pour nous, que le film de 2017 pose un petit problème, à savoir que l'origin story rationalise un peu beaucoup trop les actes de Leatherface et démystifie quand même beaucoup le personnage. Leatherface n'est jamais aussi terrifiant que lorsque ses actes sont purement gratuits. Le film reste néanmoins très bon techniquement, on peut rien lui reprocher, mais il était clairement pas nécessaire pour nous de rationaliser les actes de notre cher copain Booba. Et d'ailleurs, le film cherche un peu trop à brouiller les pistes quant à l'identité de celui qui allait devenir Leatherface. Et en fait, du coup, la révélation de son identité est un tout petit peu décevante quand même. D'ailleurs, ça pose même quelques problèmes quant à la continuité en fait des films de la saga. Alors, l'apparence tout de même de notre copain évolue relativement peu au fur et à mesure de la franchise. Alors, une théorie prétend cependant que le Leatherface de Massacre à la tronçonneuse 3 ne serait pas celui des deux premiers. Pas du fait de son apparence, mais du fait de son environnement différent, puisqu'il est entouré d'autres membres de la famille non visibles dans les deux premiers opus, dont une fille qu'il a probablement issue d'une relation non consentie. Le monologue du début laisse effectivement planer le doute sur la question. Ça peut être marrant de le laisser. Question. Cependant, on remarquera qu'il porte une attelle à une jambe qui peut éventuellement être due à la blessure qu'il subit avec sa propre tronçonneuse à la fin du premier. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des théories sur le sujet. Mis à part le fait que l'on voit son visage avant qu'il ne devienne tronche de cuir, son apparence, la plus originale, sera indéniablement dans Massacre à la tronçonneuse, la nouvelle génération, puisqu'on le verra se travestir, se maquillant par exemple par-dessus son masque et portant une robe qui en fait, en ce qui nous concerne,
une des rares bonnes idées du film. On le verra également juste après sa blessure, le visage recousu assez sommairement et affublé par sa mère de ce qui peut être qualifié de dispositif médical sommaire, constitué de lanières en cuir destinées à retenir ses chairs meurtries entre elles. C'est glam. Fait intéressant qui le distingue également d'autres boogeyman tels Jason ou Michael Myers, notre boogeyman semble ressentir des émotions et même avoir entre guillemets une sexualité puisqu'il semblera tomber amoureux et sera visiblement attiré physiquement par le personnage de Stretch dans Massacre à la tronçonneuse 2. En effet, il manifestera vraiment son excitation en utilisant littéralement sa tronçonneuse comme un objet phallique. Et la dite Stretch lui déclarera à un moment donné un truc du genre toi et moi ça pourra jamais fonctionner. On se demande pourquoi. Ce qui laisse clairement imaginer ses intentions. Et comme dit tout à l'heure, il sera révélé dans le 3e opus que Leatherface a une fille, probablement issue d'une relation non consentie, ce qui prouve bien qu'il a une sexualité. Déviante mais qui existe. Dans la duologie initiée par le remake de 2003, il portera le nom de Thomas Hewitt. Il sera également beaucoup plus imposant physiquement, froid, brutal et ne manifestera aucune émotion apparente. Son origin story sera quant à elle radicalement différente. En effet, suite à sa naissance dans un abattoir, sa mère ne survivra pas à l'accouchement et le nouveau-né sera jeté par le patron de l'abattoir dans une benne à ordures au milieu des carcasses d'animaux morts. Le départ dans la ville est pas ouf, hein. Non. Et d'ailleurs, ça lui fera un point commun avec Bernie. Ouais, le fameux Bernie Noël, pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Il sera trouvé par une femme fouillant dans les poubelles pour trouver de la nourriture. Elle décidera de l'élever comme son enfant. Enfin, l'élever est un bien grand mot. Et on apprendra que le jeune Thomas Hewitt subira les railleries de ses camarades étant enfant du fait de son apparence physique, ce qui le rapprochera d'un certain Jason. Une trentaine d'années plus tard, l'enfant devenu adulte à la force démesurée travaillera dans le même abattoir dans lequel sa mère biologique l'a mis au monde. L'abattoir finira par fermer ses portes, laissant Thomas et le reste de sa famille livrés à eux-mêmes sans aucune ressource. À partir de là, les histoires seront plutôt proches et c'est plutôt dans le traitement des personnages que cette duologie différait de la saga originale. Dans le remake, Leatherface est interprété par Andrew, désolé, Bryniarski, c'est dur à dire, qui pour la petite anecdote avait joué le rôle de Zangief dans le film Street Fighter sorti en 1994 aux côtés de Jean-Claude, le seul, l'unique Van Damme. The muscles from Brussels. Alors pourquoi on vous parle de Chop Top alors qu'il n'est présent que dans un film? Tout simplement parce qu'il est intéressant à bien des égards. Alors même s'il ne jouit pas de la même aura que Leatherface, bien sûr, il n'en reste pas moins un des personnages les plus emblématiques de la saga, et ce, même s'il n'apparaît physiquement que dans un film ou presque. Alors Chop Top est né Robert Sawyer, le frère jumeau de Nubin Sawyer, l'autostoppeur du premier film, dont on peut d'ailleurs voir le cadavre en décomposition dans le Massacre à la tronçonneuse 2. Il s'agit du frère aîné de Leatherface et il est particulièrement reconnaissable à son look de hippie et surtout à la plaque de métal apparente au niveau de son crâne. Il aura d'ailleurs l'habitude de se gratter la chair entourant sa plaque avec un cintre chauffé au rouge et de la bouffer, et c'est quand même une habitude un peu dégueu, on va pas se mentir. Il est l'un des principaux antagonistes de Massacre à la tronçonneuse 2. Et partage certains traits de caractère avec son frère jumeau. Il est un personnage intéressant, notamment du fait de son background. Alors on sait notamment que Chop Top a servi au Vietnam durant les événements du premier film, ce qui fait qu'il n'est pas présent dans le premier, et c'est là qu'il héritera de son impressionnante blessure due dans sa biographie d'un coup de machette d'un soldat ennemi. C'est suite à cela qu'il aura sa fameuse plaque en métal suite à une opération chirurgicale qui deviendra apparente à force de gratter son cuir chevelu comme on vous l'a dit tout à l'heure. Alors on ne sait pas par contre si Chop Top était déjà dérangé avant son accident, mais on vous donne un indice. Il fait partie de la famille Sawyer. Alors il faut savoir que Massacre à la tronçonneuse 2 a également eu son petit impact sur le cinéma de genre, bien moindre que son aîné bien sûr, mais Rob Zombie s'en inspirera quand même pour son film La Maison des Mille Morts. Et d'ailleurs, vous pouvez noter que le personnage d'Otis dans la saga Firefly, est incarné par Bill Moseley qui joue... Devinez, Chop Top.
Mais hasard de dingue! Bill Moseley, qui fut d'ailleurs casté par Hopper, qui a vu une parodie nommée The Texas Chainsaw Manucure, dans lequel il parodiait Nubbins Sawyer, l'autostoppeur du premier film. À l'instant, on vous disait que Chop Top n'était apparu physiquement que dans un film, et au début de la vidéo, on vous a dit que la saga Massacre à la tronçonneuse comportait 9 films. Eh bien, on vous a menti, hein. Il existe en réalité un 10e Massacre à la tronçonneuse qui porte le nom dit The All American Massacre, dont le personnage principal devait être Chop Top justement, qui devait être réalisé par William Hopper, oui, le fils de Toby Hopper, et qui faisait suite aux événements du second film. Saperlipopette, me direz-vous? Je dois absolument voir ce film. Mais je dois absolument voir ce film! Putain, mais j'aurais dû faire actrice, c'est fou! Acteur studio. Eh ben, on va balayer vos attentes d'un revers de la main, puisque ce film n'est tout simplement jamais sorti. Le film, en fait, il a été tourné, mais il a manifestement jamais trouvé de distributeur. Et en fait, dans une interview de 2013, Bill Moseley déclare que le film devait durer 60 minutes et que le personnage de Leatherface était joué par le guitariste Buckethead, qui signait également la musique. Toujours selon notre ami Bilou, ce film aurait connu de gros problèmes de financement. Et il faut dire que ce qui devait être à la base un court-métrage s'est transformé quand même en un film de 60 minutes. Le film devait sortir pour la période d'Halloween 2000 et il n'en fut rien. Il faudra se contenter d'un pauvre trailer qu'on peut voir sur YouTube et on vous le mettra d'ailleurs en description. Cependant, le projet refit surface en 2011 sous forme d'une campagne Kickstarter. L'objectif pour terminer le film étant de 8 000 $. Une broutille pour finir un film, me direz-vous. Et pourtant, la campagne fut un échec cuisant et le projet en resta au stade de la post-production. Par contre, si vous êtes anglophone, il existe un documentaire sorti en 2022 sur ce massacre à la tronçonneuse du nom de In Search of the All American Massacre. Putain, c'est dur à dire. Si vous avez un VPN, il est disponible tout à fait légalement sur YouTube. Bon, il faut être anglophone parce que vous n'aurez pas de sous-titres par contre. En ce qui nous concerne, nous on aurait adoré, mais qu'il soit par exemple mis en bonus dans un super coffret. D'ailleurs, il faudrait peut-être en parler à ESC, au Chat qui fume, à tous ces si vous nous entendez. Ouais, on rêve d'un coffret collector de la mort, réunissant tous les films avec ce film-là, mais faut pas rêver. Non, faut pas rêver. Alors, Massacre à la tronçonneuse 2 jouit également d'un petit culte parmi les fans de cinéma de genre, et notamment auprès d'un certain Rob Zombie, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Il est également réalisé par Toby Hooper, celui-ci prend totalement le contre-pied de son illustre aîné. En effet, le second degré est très présent dans ce film, et il embrassera totalement son titre, enchaînant les scènes de gore, de grand guignolesque, là où le premier insistait sur l'horreur psychologique et sur son atmosphère. La violence graphique y étant assez peu présente. L'aspect visuel tranche également radicalement avec le premier, celui-ci faisant la part belle aux couleurs vives, voire même criardes, très loin de la photo crépusculaire du premier. On ressent d'ailleurs, en voyant La Maison des Mille Morts de Rob Zombie, que notre cher ami Robert a également été très influencé par cet aspect-là. Alors, je ne suis par exemple pas fan particulièrement du Leatherface hurlant et gesticulant de ce film, mais ce n'est que mon humble avis. Une des bonnes idées du film, par contre, réside dans le repère de la famille Sawyer dans un parc d'attractions abandonné, qui donne un côté quand même assez à la fois grand guignolesque et malsain. Le film, tel qu'il fut pensé à la base, devait être bien différent, puisqu'il fut question d'une ville entière de cannibales, et le film devait s'appeler Beyond the Valley of the Texas Chainsaw Massacre. Et nous, on aurait payé pour voir ça. Ah, tu m'étonnes. Le film sera modifié en profondeur à la demande du studio et conservera cependant son aspect parodique, puisque le film devait à la base parodier Nuit de cauchemar, lui-même une parodie de Massacre à la tronçonneuse. Ça va, vous suivez? Dennis Hopper désavouera plus ou moins le film des années plus tard, disant qu'il était un des moins bons films de sa filmographie. Massacre à la tronçonneuse 3 devait être à la base une suite directe au premier, et par ailleurs devait démarrer le début d'une nouvelle franchise calquée sur le modèle de la saga Freddy, ou encore Vendredi 13, et capitalisant sur le personnage de Leatherface, d'où le titre. Ce qui ne fonctionnera bien évidemment pas, le film étant plus ou moins charcuté dans tous les sens, donnant un résultat
assez bancal, pour lequel nous avons cependant une certaine affection malgré toutes les imperfections du film. Et même si ce film est clairement imparfait, il y a des bonnes idées qui ne manquent pas. Par exemple, le début du film et l'atmosphère générale qui plane sur celui-ci. Par exemple, lors de la découverte du charnier géant au début du film. Il est vrai que les personnages sont pas forcément très bien écrits, que certains acteurs cabotinent comme s'ils jouaient sous la contrainte, et que malgré le titre, Leatherface est clairement en retrait dans celui-là. C'est d'ailleurs principalement ce dernier point qui indique à quel point le film est totalement différent de ce qu'il aurait dû être au départ et à quel point le film a été charcuté au montage, quoi. Alors on va pas trop parler de Massacre à la tronçonneuse nouvelle génération, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, et qu'on n'a pas grand chose d'autre à dire sur le sujet, mis à part qu'il y a des rares bonnes idées dans le film, mais qui sont noyées dans un énorme n'importe quoi. Et du coup, ces bonnes idées sont malheureusement très mal exploitées. On vous a parlé également tout à l'heure du Leatherface, travesti, qu'on a beaucoup aimé. Autre originalité, on apprend que la famille Sawyer est employée par une société secrète dirigée par un certain Rothman. Mais là encore, l'idée arrive comme un cheveu sur la soupe à la fin du film, là où ça aurait pu, selon nous, être le postulat de base. Au final, le film, c'est un néo-slasher random, comme il y en avait énormément dans les années 90. Le même constat s'applique plus ou moins à la suite de 2013, qui reste un slasher, on va dire sympathique, typique de sa décennie, qui n'apporte pas grand chose à la saga, mais qui est toujours plaisant à regarder. Celui-ci étant d'ailleurs sorti à l'époque où la 3D était devenue juste un argument commercial avec tout ce que ça implique comme tare en termes de réalisation. Celle-ci se résumant à des plans de lame de tronçonneuse dans ta gueule en 3D, et il faut le dire, à d'innombrables plans sur les postérieurs de Tania Raymond et Alexandra Daddario. Non, je vous jure, il y en a vraiment beaucoup. En 3D. D'ailleurs, le réalisateur aurait peut-être mieux fait de se concentrer sur la mise en scène, plutôt que de vouloir montrer à tout prix le cul de ses actrices principales en 3D. Je sais pas, en 3D En 3D. Alors, je comprends qu'il faille rentabiliser le procédé, mais ça aurait pu être fait d'une manière un petit peu plus subtile. Il y a des trucs vachement plus fun à montrer en 3D que des culs. Des viscères. Par exemple. Bon, reste qu'en ce qui nous concerne, cette suite directe du premier opus reste toujours plus sympathique que le film de Netflix sorti en 2022. On vous l'a déjà dit dans une ancienne vidéo qu'on va vous mettre là-haut. Voilà, donc pour cette vidéo, on s'est principalement attardé sur les films qui font partie, on va dire, de la continuité officielle de la saga Massacre à la tronçonneuse. On ne va pas plus que ça s'attarder sur les remakes de Marcus Nispel, sur Massacre à la tronçonneuse, le commencement, et sur les films de Julien Maury et Alexandre Bustillo qui sont sortis après la nouvelle génération, puisqu'on vous garde ça pour une future vidéo, bien sûr, si vous avez aimé celle-ci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère que vous allez apprécier. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Alors cette vidéo nous ayant pris quand même pas mal de temps, ça nous aiderait vachement si vous pouviez la partager. Et puis si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de nous lâcher un petit thumbs up. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.